Bienvenue dans ce petit format qui est une expérience à The Family où on a envie de vous montrer comment on accompagne les startups un peu de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on a invité quelques entrepreneurs qui sont plutôt au début de leur projet à venir vivre ce qu'on appelle une Office Hour. Alors les Office Hours à The Family, c'est des moments avec moi, Balthazar, Mathias et d'autres directeurs de The Family où on essaye de répondre le plus concrètement possible et le plus rapidement possible aux questions de nos entrepreneurs. Alors dans ce setup qui se veut intime, qui se veut être un vrai camp autour du feu, on a aujourd'hui invité quelques personnes et notre but aujourd'hui, c'est de rentrer le plus concrètement possible dans les sujets. Donc, on va commencer par aborder les questions produits. Vous êtes tous au début de votre startup. Au début d'une startup, ça commence quand même par une question produit. Alors, qui veut commencer qui a une question? Peut-être toi la première? Oui. Moi, ma question produit, c'est comment ne pas tomber dans le piège du développement de features dans la course avec les concurrents. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de concurrents, même si je suis partie d'un produit assez unique. Et aujourd'hui, ils font tous 90%. Ils ont les mêmes features, en fait. Alors, ton produit, si je le résume très rapidement, tu es à mi-chemin entre Klaxon et Trello. Ouais. Tu aides les gens à avoir des réunions plus productives. Les réunions, Ouais. c'est un peu la maladie de notre siècle. Les gens passent des heures et des heures en réunion. Et pourtant, la question, c'est comment faire que ce moment de réunion soit un moment à très forte valeur ajoutée. Exactement, ouais. Ok. Alors, déjà, la règle numéro 1, c'est de ne jamais regarder ses concurrents. Ouais. Je sais, c'est dur. Je sais que vous avez tous envie de vous comparer. Nous, il y a un poster à l'étage, là, qui est un poster très important, qui dit « Benchmark is for loser ». Et il faut comprendre pourquoi il ne faut jamais se comparer à ses concurrents. La raison numéro 1, c'est que quand vous vous comparez à vos concurrents, c'est comme quand vous regardez les photos Instagram de vos potes. Vous comparez votre intérieur à l'extérieur des autres. Donc vous, à l'intérieur de votre startup, tout a l'air en feu. C'est la merde. Il n'y a rien qui marche. Toi, tu dois passer ton temps à dire que tu n'es pas à la hauteur, etc. Et puis quand tu regardes les concurrents, tu ne regardes pas ce qui se passe à l'intérieur de leur startup, tu regardes ce qui se passe derrière leur storytelling. Alors si en plus ils sont à The Family, c'est l'enfer, parce qu'ils ont été vraiment très entraînés. Et donc il y a toujours cette schizophrénie terrible où en fait, quand on arrive sur scène, en communication, etc., on est dans un mode où on est poker face. Et donc si tu te mets à regarder tes concurrents, faire des choses parce que tes concurrents les font, tu finis par faire des bêtises. Et là, je pense qu'il faut que vous compreniez quelque chose, c'est pourquoi la concurrence, c'est pas réel. Parce que toi, tu crois que la concurrence te pique du business. Mais la concurrence ne pique jamais de business. Vous avez deux types de concurrence. Vous avez les concurrences type paquet de céréales et les concurrences type compagnie aérienne. Les compagnies aériennes, si vous regardez l'ensemble de l'argent investi dans les compagnies aériennes sur les 40 dernières années et que vous regardez combien d'argent a été rendu aux investisseurs, à peu près les compagnies aériennes ont détruit 3x de valeur. C'est que pour construire les compagnies aériennes que vous allez prendre pour aller en vacances dans quelques semaines, il a fallu que des investisseurs donnent 3 fois l'argent qu'ils ont eu en dividendes, en retour sur investissement, etc. C'est une catastrophe. Et pourquoi? Parce que personne n'a le moins de brand love pour une compagnie aérienne. Quand on choisit un vol, une différence à 10 euros ou 15 euros près nous fait changer de compagnie, pour peu que ce soit à peu près le même temps, à peu près le même trajet, etc. Ce qui fait que le TRI des compagnies aériennes aujourd'hui dans le monde est quasi négatif, inflation corrigée, et que toutes les compagnies aériennes sont possédées par un État qui les soutient. Pourtant, si vous réfléchissez, les compagnies aériennes, c'est un des trucs qui a le plus changé le monde. Je veux dire, ça nous a rapprochés, ça nous a permis de voyager. Enfin, l'impact positif des compagnies aériennes sur notre monde est incroyable. Ok? Et donc là, la concurrence détruit tout. À l'inverse, prenons un autre sujet, les paquets de céréales. Vous arrivez dans un supermarché, vous voyez des paquets de céréales. Tu te vois dans le rayon, là, devant les paquets de céréales. Tu as vu le nombre de paquets de céréales qu'il y a? Il n'y a pas une boîte de paquets de céréales dans le monde qui gagne moins de 20% par an de retour sur investissement. Pas une. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de la brand love. Dans un paquet de céréales, si tu manges du Frosties, ça fait partie de ton identité. Tu es un mangeur de Frosties. Si tu manges des Choc à Pic, ça fait partie de ton identité. Si tu manges des Special K, ça fait partie de ton identité. Ce qui fait que tu as l'illusion de la concurrence, mais tu n'es jamais en concurrence. Et en fait, ça montre deux types de marchés. Les marchés qui sont des commodités,
où la course vers le prix est tout, et dans ces marchés-là, la concurrence détruit collectivement de la valeur, et des marchés où il y a un vrai choix, et dans ce cas-là, la concurrence crée de la valeur. Et donc, toi, en tant que startup, quand tu essaies de regarder la concurrence, tu essaies de regarder quelque chose sur lequel tu n'as en fait aucune influence. Aucune startup dans le monde n'est en concurrence avec les autres. Parce que pour être en concurrence, il faut être très gros, et que en fait, tu n'es pas encore très gros. Qu'en fait, si tu regardes le nombre d'entreprises dans le monde qui ont besoin de toi, tu peux passer ta vie à avoir des nouveaux clients, des nouveaux startups, avant même de toucher quelqu'un que Klaxon va toucher, ou Trello va toucher, ou je ne sais pas qui va toucher. Et que en fait, tout ce temps que tu passes à justement prendre des décisions fondées sur les autres, c'est des décisions que tu prends le risque en plus de ne pas comprendre. Au moins, les erreurs que tu fais en interne, quand tu fais une erreur, tu la possèdes. Si tu décides de faire A et que A, ce n'était pas la bonne chose à faire, eh ben, au moins, tu peux apprendre de A. Alors que si tu vois un concurrent faire quelque chose et tu décides de faire la même chose, et il a fait une connerie, lui, il va apprendre de cette connerie, mais toi, la seule chose que tu pourras dire, c'est bah, je sais pas, machin, il a fait la même chose, on a fait pareil, ça n'a pas marché. Et là, ta boîte, elle est morte. Et donc, en fait, la concurrence ne tue pas les startups parce qu'elle leur pique du business. La concurrence tue les startups parce que ça fait faire aux fondateurs, par peur, des choses stupides. D'ailleurs, en général, les gars, quand vous avez peur, ça finit mal. Je veux dire, la peur est très mauvais conseil. Hein. Et regarder la concurrence, c'est en fait c'est un cycle de peur. C'est pour ça qu'il faut que tu en sortes le plus vite possible. Donc, il y a des raisons théoriques et pratiques de ne jamais, jamais regarder la concurrence. D'ailleurs, vraiment, un des conseils que nous, on donne aux startups as a family, c'est isolez-vous. Supprimez tout le bruit extérieur. Regardez que le résultat. Toi, ta boîte, elle est très simple. Toutes les semaines, il faut qu'elle fasse un pourcentage de chiffre d'affaires de plus que la semaine d'avant. Tu as atteint ça, tu as le droit d'aller boire un verre. Tu n'as pas atteint, tu as le droit de te fouetter. C'est aussi bête que ça. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas à savoir si tu es en track ou pas en track. La croissance hebdomadaire est ton seul guide. Si tu crois, c'est que tu as raison. Si tu ne crois pas, c'est que tu as tort. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de discuter, de brainstormer. Il n'y a pas besoin de stratégiser. Il y a juste besoin de vendre, vendre, vendre. Et tes décisions features, elles vont devenir évidentes. Parce qu'il y a des features qui auront un impact direct sur ta croissance et des features qu'on n'auront pas. Donc, s'il y a une feature, un impact, qu'est-ce que tu fais? Je la fais. Voilà. Et si ça n'en a pas? Je la fais pas. Voilà. Tu vois, c'est limpide. Mais si en fait c'est mes clients qui me disent, qui me mettent en concurrence, qui disent, sont tellement habitués à Klaxon par exemple, on me dira ah oui mais en fait eux ils le font comme ça, c'est quand même bien. Et bah dans ce cas-là, tu leur dis d'utiliser Klaxon et tu passes au prochain. Ouais. Et tu perds pas ton temps avec quelqu'un qui, de toute évidence, veut faire perdre ton temps. On va en parler dans les sales, mais la règle numéro 1 dans les sales, c'est de savoir choisir ses clients. Tu es une start-up, tu n'as pas besoin de tout le monde aujourd'hui. Tu as juste besoin de quelques personnes. Donc tu veux la personne la plus compatible. C'est un peu comme si tu datais sur Tinder et que tu essayais de convaincre 100% des gens. Personne ne fait ça. Tu vois, les gens, ils essaient de trouver les gens qui ont l'air compatibles et d'accord. Et tu confirmes. Le mec, il est à fond, quoi. Ah ouais. Jusqu'à là, il roupillait, en fait. Mais alors là, le mec s'est arrivé. Attends, Tinder oui, je confirme. Swipe right. Donc, non, c'est la même chose. T'as pas besoin... Un bon sales en startup, c'est quelqu'un qui sait tout de suite arrêter un call avec un client. Erreur classique. Tout le monde en startup essaie de monter le taux de conversion. Je la vois tout le temps, cette erreur. Disons que vous avez 5% des clients à qui vous parlez, vous arrivez à convaincre. Qu'est-ce que 100% des first-time entrepreneurs essaient de faire? Ils essaient de passer de 5% à 10%. Vous savez ce qu'il faut comme effort pour passer de 5 à 10% de conversion? Il faut être intelligent, il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir de l'info, il faut avoir de la conviction. C'est des trucs que les entrepreneurs n'ont pas. En général, quand vous êtes entrepreneur, vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous êtes un peu tocard, vous êtes un peu paumé, et c'est des forces en fait. Il ne faut pas en faire des faiblesses. Or, si vous avez 5% de conversion et que vous parlez à 100 clients, ça fait 5 clients. Si vous parlez à 1000 clients, ça fait 50 clients. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus probable? De passer de 5 à 10% sur 100 clients et de passer de 5 à 10 clients? Ou de passer de 100 à 1000 clients et donc de passer de 5 à 50 clients? Laquelle des deux stratégies, à votre avis, pour une start-up est la meilleure? Évidemment que c'est de monter le nombre de leads et c'est d'être bourrin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un te parle et te fait perdre du temps, c'est ta responsabilité d'entrepreneur de l'envoyer chier et de passer au suivant. Parce que le monde est vaste. Combien il y a d'entreprises en France qui peuvent utiliser ton produit? Toutes. Bah voilà, toutes. Qui peut. Oui, bah donc tu vois, pourquoi tu t'emmerdes avec un type qui te parle de klaxon, tu vois? S'il a envie de klaxonner, il a qu'à aller les prendre, quoi, tu vois, c'est pas... Elle était facile, celle-là.
Hop, allez, suivant, question produit. Merci beaucoup. Ouais. Chut. Merci. Est-ce que ça veut dire qu'entre choisir d'améliorer ses landing pages avec par exemple une meilleure value proposition, choisir entre ça et puis aller parler à plus de personnes, en tant que startup, il faut trancher, aller vers plus de personnes. Plus de personnes. Bourrin. Vraiment, vous aurez tout le temps d'être intelligent quand vous serez arrivé au plafond de bourrin. Le plafond de bourrin, il est loin. L'un des meilleurs moments que j'ai vécu moi dans l'histoire de The Family, c'est qu'il y a une boîte qui est venue ici. Alors à l'époque, on faisait des petites sessions comme ça, collectives, on n'était pas beaucoup. Et c'était sur les stratégies commerciales. Et le mec, il lui dit mais attends, c'est quoi votre stratégie commerciale? Il dit, nous on a découvert que tous nos clients étaient dans les pages jaunes. Donc on a pris les pages jaunes de A à Z dans 80 pays. Et il dit, mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. Ah si, ça marche super. Parce qu'en fait, t'as toujours un premium à être bourrin quand t'es startup. Et puis, évidemment, il y a un moment, même cette boîte-là, il y a un moment où ça a fini par casser, ça a fini par atteindre un plafond, et maintenant, cette boîte-là fait du category management. Parce que cette boîte-là peut plus être bourrin. Ils ont atteint le plafond de bourrin. Mais plafond de bourrin, ils ont eu le temps de faire 2 tours de table, et de lever plus de 20 millions. Si tu veux, ça ne sert à rien de décider, de stratégiser avant d'être forcé à le faire. Et tu peux pas imaginer à quel point la barre peut être haute. Tu peux être stupide très longtemps. Il y a des boîtes à The Family qui dépassent les 50 millions de revenus annuels et qui, pour la première fois, réfléchissent. Ils ont atteint 50 millions juste en inbound. S'ils avaient commencé à stratégiser avant, s'inquiéter, machin, ils auraient jamais atteint ces niveaux-là, en fait. Moi, je voudrais savoir à quel moment on peut savoir que le produit est prêt à être lancé. Alors, à quel moment le produit est prêt à être lancé? C'est marrant, je te sens bien angoissé par ça. En fait, pourquoi je pose la question? Parce que j'ai peur, je dois l'admettre, de la déception du client. Ouais, je comprends. Et voilà, j'ai pas envie j'accepte le mauvais feedback avec grand plaisir. Enfin, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. Non, bien sûr. Voilà, j'ai pas envie que ça s'étale et que tout le monde le sache. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. En toute indiscrétion, je peux te demander tes origines? Liban et latino. Ouais, j'allais dire, c'est un truc de Libanais, ça. Je savais pas que tu étais Libanais. Écoute, t'as pas de bol. Je pense que les Libanais, on a un vrai edge en entrepreneuriat sur beaucoup de choses. Mais il y a un truc terrible. Moi, j'ai mis des années à m'en sortir de cette connerie. C'est qu'on est très sensible à l'image qu'on a, que les gens ont. On a peur de la chouma, tu vois. Et en fait, le ridicule ne tue pas, la honte n'existe pas. Donc, le fait que tes utilisateurs ne soient pas contents, ça fait partie du process. Tu dois le comprendre. Donc en fait, plus tôt tu lances, mieux c'est. Toujours. Je connais personne qui s'est dit « Ah, j'ai lancé trop tôt ». Des gens qui ont dit « J'ai lancé trop tard », il y en a plein les cimetières. Mais des gens qui disent « J'ai lancé trop tôt », il n'y en a pas. Et il y a plein de valeurs à lancer tôt. La valeur numéro 1, c'est que plus tu lances tôt, moins tu as investi d'émotions dedans. C'est quand même plus simple de baser un truc que tu as passé une semaine à faire qu'un truc que tu as passé 1 an à faire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, un truc un peu bizarre à comprendre, c'est que tout le monde s'en fout de ton truc. En fait, le fait que les gens critiquent et soient pas contents et que ça se propage, comme tu dis, t'imagines pas à quel point c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ton truc, il compte. C'est-à-dire que les gens, ils avaient un espoir là, t'as délivré ça, et t'es la honte. Parce que t'es en dessous. Mais ce qui se passe dans 99% des cas, tu délivres un truc et tout le monde s'en fout. Tu penses que les gens vont te critiquer, mais ils ne te critiquent même pas parce qu'ils s'en foutent en fait. S'ils te critiquent, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose d'important. S'ils te critiquent, ça veut dire que tu as quelque chose qui les intéressait, tu as fait une promesse et tu n'as pas réussi à délivrer cette promesse. Et donc, quand on est entrepreneur, il ne faut surtout pas être sensible à l'opinion des autres. Si tu veux comprendre ça, tu n'as qu'à aller voir les commentaires sur mes vidéos YouTube. Tu vois, ça te donnera un vrai moment de détente. Et parce qu'en fait, le monde est plein de gens qui sont là à critiquer tout ce que tu fais, mais tu t'en fous, c'est pas ton problème en fait. Ton problème à toi, c'est d'avancer.
Et pour avancer, il faut avoir du feedback. Et pour avoir du feedback, il faut lancer. Donc lance. Envoie-le-moi ton putain de test flight là. Demain, Wallah. Moi, je vais passer des coups. Ma question, du coup, c'est comment suivre une roadmap quand on a des objectifs qui sont très courts, qu'on réalise des objectifs. Toi, ton problème, c'est pas l'inverse plutôt? En fait, on a une. Ton problème, on a c'est une... pas que tu passes ton temps à travailler sur un truc que tu vas jamais lancer? Non, c'est pas Non. ça. Alors quand est-ce que tu lances? Ça fait combien de temps que tu travailles sur ton projet? Sur le projet, 6 mois. 6 mois. Et quand est-ce que tu comptes lancer? Tu penses pas que ça fait 6 mois trop? Bah, je sais pas. Mais justement, quand est-ce que tu comptes lancer? Bah, c'est la question de quand est-ce qu'on est prêt. Du coup, bah. T'es pas prêt, il faut pas Ouais. lancer quand on est prêt. Ouais, Il faut lancer le plus vite possible. d'accord. Donc quand est-ce que tu lances? Je sais pas, dans 1 mois, 2 mois. Mais pourquoi un J'ai- mois, 2 mois? Bah, c'est parce qu'on a. Pourquoi pas... tu lances pas demain? C'est parce qu'on n'a pas fini encore ce qu'on a envisagé de faire pour D'accord, le mais produit. pourquoi est-ce que tu as envisagé de faire? Tu penses que c'est utile? Qu'est-ce qui te donne la confiance que ça l'est? Bah, c'est parce qu'on y croit. Je comprends, et tu te fais confiance? Oui. Ok, terrible. Erreur de débutant, ça. C'est vraiment... vous croyez en vous, les gars, vous allez perdre. Alors, truc très, très simple. Hein, les gens font une erreur classique en first-time entrepreneur. Ils adorent écouter leur instinct sur le business et ils écoutent jamais leur instinct sur les gens. Votre instinct sur les gens est beaucoup plus aiguisé que vous imaginez. Toutes les caricatures que vous avez sur les gens, sur leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon de se comporter, en fait, elles sont vraies. Et on a une éducation hyper corrosive quand on est enfant pour nous expliquer qu'il ne faut pas faire attention à ça, il faut être ouvert, etc. Ce qui est bien d'un point de vue sociétal, c'est terrible d'un point de vue entrepreneur. D'un point de vue entrepreneur, apprenez à lâcher les amarres sur l'instinct, sur les gens. Par contre, votre instinct business, je vous garantis un truc, c'est de la merde. Ça n'existe pas l'instinct business, pour une raison simple. C'est que dans le business, tout ce qui a de la valeur est contre-intuitif. C'est très simple à comprendre. Si quelque chose est évident, tout le monde le fait. Vous avez le nombre de gens sur Terre qui font du business? Donc, s'il y a un truc qui a de la valeur, tout le monde est déjà dessus. Je veux dire, la probabilité qu'un truc que votre instinct comprend soit le bon, 0. Les bons entrepreneurs, ils adorent le contre-intuitif. Les bons entrepreneurs sont des gens qui passent leur temps à faire des choses débiles. Mais ils en font tellement, avec tellement de panache et tellement souvent, que quand il y a un truc qui marche, ça marche pas un peu. Ça marche énormément. Si vous faites un truc débile qui marche, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça cartonne. Parce que c'est tellement débile que personne n'y a pensé. Et comme personne n'y a pensé, vous êtes seul dessus. Or, ce que tu es en train de faire, que je sens à 400 km, avant la vidéo, on a un peu parlé, 3 minutes, vous êtes tous présentés en off. Je te vois venir à 400 km, je te connais par cœur ton profil. Ton profil, c'est les gens qui adorent avoir raison, mais qui s'en foutent de gagner. Toi, ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est de créer le produit de tes rêves. Donc, je vois bien comment tu travailles. Tu rentres chez toi avec ton CTO, tu lui décris 1 million de features, toutes plus Minority Report les uns que les autres. C'est moi. Ouais. Ah, c'est toi le CTO? Bon, encore mieux. Donc, tu te décris plein de features, plein de trucs, plein de machins. Et tu vas développer tout ça. Et le problème, c'est que jamais tu vas aller confronter ça au réel. Parce que tu vas jamais parler avec un client, commencer avec un Excel et dire, vas-y, utilise mon Excel et je te regarde. Ton produit, si moi je faisais ta boîte, j'en serais en 3 jours. 3 jours. Parce que je le ferais dans Excel. Je commencerais dans Excel, je me dirais, tiens, essayons juste de lister des caractéristiques des développeurs. Et je me dirais, je regarderai les gens qui recrutent, pourquoi ils en ont besoin, pourquoi ils n'en auraient pas besoin. Point barre. Et tu n'as pas besoin de plus pour commencer à itérer. Et si tu faisais ça, eh ben, en fait, tu découvrirais plein de choses qui sont contre-intuitives. Parce que tout ce que tu vas penser, tout ce en quoi tu vas croire, c'est forcément des choses qui vont être très 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 loin de la réalité. La réalité, vous savez, est toujours plus impressionnante que la fiction. Hein. Prenez l'exemple de Trump, c'est l'exemple réel de ça. Vous savez, les gens disent toujours, oui, le scénariste, il a été trop loin, etc. Mais le vrai scénariste qui va trop loin, c'est le réel. Hein. Le réel est toujours plus dingue que la fiction. Toujours. La fiction, c'est hyper limité. Et c'est la preuve que notre imagination est limitée. La preuve que notre imagination et notre instinct est un pouvoir assez faible, c'est que tous les romanciers du monde n'auraient jamais pu décrire un Trump. Regardez, prenez n'importe quoi que Trump a dit dans les 6 derniers mois et imaginez ça dans un roman, un film, une série ou un sketch 6 mois avant et essayez d'imaginer que vous pouvez y croire. S'il y a un film sur Trump, les gens ils sortent et font « Ouais, le scénariste, il exagère. »
Et quand c'est le réel, Et en plus, il y a un truc terrible avec le réel. C'est que le réel nous reconfigure immédiatement. Prenons un exemple. Les États-Unis annoncent avoir perdu 171 enfants dans des camps d'immigrés. 171 enfants perdus par les États-Unis. Comment on réagit? C'est tellement horrible comme truc que instantanément, on se règle. On dit oui, les systèmes administratifs, il faut arrêter tout. Si on vous avait dit 6 mois avant que les États-Unis, pays leader dans le monde, va perdre 170 gosses, perdre des gosses. Vous êtes à un dîner, il y a un mec qui dit ouais, c'est tellement mal foutu leur système, ils vont perdre des gosses. Qu'est-ce que vous dites? Mais jamais de la vie, c'est impossible. Et une fois que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait tous? On l'accepte. On a une tendance incroyable à accepter des choses inacceptables parce qu'elles sont devenues réelles. Vous savez, les gens se demandent toujours comment les choses tournent mal. C'est comme ça que les choses tournent mal. C'est parce qu'en fait, le réel nous reconfigure tous. Et donc toi, tu as besoin d'être dans le réel le plus vite possible avec ton produit. Donc il ne faut pas que tu le lances dans 1 ou 2 mois quand tu y crois. Il faut que tu le lances maintenant quand tu n'y crois pas. Il faut que tu le lances en te fracassant contre la réalité pour que la réalité te donne un feedback hyper étonnant. Et ce process-là, c'est un process hyper important. Donc, première partie produit, vous avez entendu le gong, toutes les 20 minutes on va changer de sujet. Maintenant on aborde un sujet sales. Alors moi je voudrais savoir, Osama, comment tu testerais un produit comme le mien, sans ligne de code, vraiment dès le début. Rappelle-moi ton produit, ticket Alors, de caisse. Paplar, dématérialisation de ticket de caisse sur une application. D'accord. Toi, sachant que tu as une problématique, c'est que tu as besoin du partenariat avec les magasins, si je me souviens bien. Ouais. Ouais. Ok, alors le problème, c'est que toi, tu dois te confronter à quelque chose qui n'est pas facile à se confronter. C'est quand ta vision est plus courte que ta réalité. Donc, tu as une vision, tu as un rêve. Le rêve, c'est que tous les tickets de caisse soient dématérialisés. Et tu te dis, c'est quand même débile qu'en 2019, les magasins ne soient pas foutus de le faire. Clairement. Donc toi, tu pars avec cette énergie. Le problème de cette énergie, c'est que pour moi, elle a un bug. Ce bug, c'est que tu comptes sur le fait que les gens coopèrent. Ouais, ok. Les gens, les clients. Les clients. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ça n'arrivera jamais. Ok. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les gens sont égoïstes, incroyablement court-termistes et incapables de faire ce genre de choses. Quand quelque chose qui devrait exister n'existe pas, c'est simplement la preuve que nous tous, on est incapables de faire les choses correctement. Et il faut que tu prennes ça de face. Donc la question que tu dois te poser, c'est comment les forcer à le faire. C'est pas comment les faire collaborer, c'est pas comment les convaincre, c'est comment les forcer. Un bon système, c'est un système qui est connard résistant. Tous les systèmes qui sont fondés sur le bien-être, la bonne volonté, la gentillesse des gens ne marchent jamais. La question, c'est comment tu te dis, ok, mon truc, les connards ont envie de l'utiliser, donc même les gens gentils auront envie. Alors que si c'est un truc où il faut beaucoup de bonne volonté, c'est pas connard résistant, et les connards finissent toujours par prendre le dessus. Parce que les connards sont toujours les free riders d'un marché, et sont les free riders d'un système. Donc, dans ton cas à toi, la bonne façon de te poser la question, je n'ai pas la réponse pour toi, Okay. Je sais quelle est la bonne question, c'est comment les forcer à faire. Comment tu peux trouver un moyen? Est-ce que c'est en faisant une campagne qui les ridiculise sur YouTube? Ouais. Est-ce que c'est en faisant signer une pétition à leurs clients? Est-ce que c'est en organisant des manifs devant les supermarchés? Alors là, tu parles des consommateurs ou des boutiques? Non, des boutiques. Ok, d'accord. Très Parce bien. que c'est le problème. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, comment tu les forces? Ouais. Est-ce que c'est en les shamant? Est-ce que c'est je sais pas, peut-être que si ça se trouve, tu peux organiser des manifs devant les boutiques et que les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est que ces manifs? Mais il te faut un truc, il te faut un leverage. Si tu trouves pas de leverage, ta boîte n'existera jamais. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours vivre ce cycle extraordinaire qui s'appelle l'idée dont tout le monde parle. Ok. Tu vas aller les voir, ils vont trouver ça génial. Ils vont te dire qu'il faut parler à machin, qu'il faut parler à machin, qu'il faut parler à machin. Et quand tu auras fait le tour de tout le monde, Et je le vis en ce moment. les gens diront « Ouais, mais bon, le mois prochain. » Parce que c'est pas une priorité. Il y a une vidéo de Bref là-dessus qui s'appelle « Demain, c'est jamais ». Ok.
Tu connais Bref là, Ouais, très ouais. bien, ouais. Il y a un épisode où il a un pote qui s'appelle Demain. Ouais. Et il dit à chaque fois, machin, et Demain passe à son meilleur pote, jamais. D'accord. Et c'est la même chose. Si t'as pas une raison concrète de les forcer à faire, et c'est pas facile, hein. Dans ton cas, la dernière fois que tu m'en as parlé, je crois que je t'ai fait un feedback à peu près dans ce genre-là. Ouais, ouais. Et je te l'ai dit, je sais pas comment on force les gens. Comment on force les gens à vouloir rendre la vie des gens plus simple? C'est hyper dur comme question. Mais il faut que tu concentres toute ton intention et tout ton focus là-dessus pour espérer trouver une solution. Vas-y, prends le micro et tu rebondis. Je rebondis à ce que tu viens de dire et la question, mais c'est pas un peu mal commencer une relation partenaire ou c'est pas un peu mal commencer une relation qui est censée durer à terme, non? Ouais. Toutes les relations commerciales correctes de ce type-là commencent par une domination. Ok, voilà. Pour une raison simple, c'est que t'es pas à égalité. Il y a un autre poster là-bas qui dit que le plancton ne s'associe pas à la baleine. T'es un plancton, t'es une start-up. Le problème des start-up, c'est qu'elles ne prennent pas assez au sens littéral leur statut start-up. Quand t'es une start-up, t'es rien. Tu vaux rien. Je sais qu'on vit dans un monde où en ce moment les start-up sont à la mode. Donc vous avez une vie un peu illusoire. Comme tout le monde vous dit que c'est cool d'être entrepreneur et tout, et que tout le monde vous reçoit en rendez-vous, vous finissez par croire ces conneries. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui existe dans une relation commerciale, c'est un rapport de force. Je veux dire, mets-toi 2 minutes dans la peau d'un mec qui dirige un retailer. Il n'envoie pas des tickets dématérialisés aux clients. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Est-ce que les gens achètent moins? Non. Est-ce que les gens vont acheter plus s'il y a des tickets dématérialisés? Non. Où est le bénéfice pour lui? Rien à foutre. Et donc, pour que ça existe, il faut trouver un moyen de le forcer. Après, il y a des gens qui sont très forts à ça. Il y a des gens qui font du lobbying. Bon, c'est pas un outil très accessible aux startups, le lobbying. Vous n'avez pas assez d'argent pour aller corrompre les politiciens. Mais c'est un peu la même histoire. Tu vois, le sujet, c'est comment tu fais pour instaurer une relation dans laquelle tu existes. Ouais, vas-y. Là, par exemple, j'ai un point, tu me dis si c'est intéressant ou pas. Il y a une députée LREM donc qui lance un projet de loi qui va sortir le 1er janvier 2020. Bon, qui sortira probablement pas le 1er janvier 2020. Mais bon, l'idée, c'est de stopper la remise de tickets de caisse automatiques en magasin. Et enfin bref, donc pour l'aspect écologique, environnemental, etc. Et est-ce que ça tiens, j'avais pas pensé à l'écologie. Oui. Bah, c'est un des gros points en fait. Ah, mais j'y ai pas pensé du tout. Ouais. Mais tu l'as ton point pour les forcer. Ouais. Faut les greenwasher. Comment je l'emmène ça? Je mets tous les mecs de Greenpeace devant. Mais non, il faut que tu sortes des études sur le coût du papier dans les tickets de caisse. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Non, pas eux. Okay. Il faut que les gens... Moi, j'en ai jamais eu conscience de ça. Okay, il faut que tous les gens dans mon genre en aient conscience pour les faire chier. Bah, le ticket de caisse, en plus, il est toxique. On met du bisphénol dedans, c'est cancérigène, etc. Mais les gens ne le savent pas. No way. Je te jure. Mais il est là, ton angle. Ok. Il faut que tu ailles à fond là-dessus. Ouais. Il faut que tout le monde soit au courant de ça. Comment ça, le ticket de caisse est cancérigène? C'est cancer ou tu... Ah non, vraiment, c'est cancérigène. Il y a eu des cas déjà. Tu tapes bisphénol A, ticket de caisse, juste ça sur Google et t'as tout. Quoi. Génial. Ouais, au contact de la main. Même les tickets de caisse. Ouais. Mais il n'y a rien qui nous sera épargné en fait dans cet univers. Du coup, nous, l'enjeu, c'est qu'on a un positionnement prix qui est assez faible, donc on a besoin de volume. Mécaniquement. Les prix sont petits. Oui, les prix sont petits, donc on a besoin de volume. On travaille avec les petites et moyennes entreprises, mais néanmoins, même si les gens sont intéressés et qu'on arrive à conclure, les temps de closing sont longs. Et voilà. Rappelle-nous ce que tu fais. En fait, c'est un annuaire collaboratif interne qui permet de centraliser, de partager, sécuriser tes contacts pro. Okay. Ça s'appelle Anaba. Et voilà, du coup, on a des clients dans le pipe. On a des premiers clients payants. Mais le problème, c'est qu'on aimerait réduire le temps de closing parce que voilà, ça nous prend du temps. Ok. Combien vous êtes à vendre aujourd'hui? Je suis seul, du coup. T'es seul. Donc quand tu dis t'aimerais réduire ton temps de closing. Voilà. D'accord. Parce que le closing c'était l'autre question, mais de l'onboarding, et qu'on a beaucoup d'imports pour réduire les frictions, en fait, à l'intégration de nos nouveaux clients, on leur propose de faire de l'import, et ça aussi, effectivement, l'importer leurs données, ça nous prend du temps, donc effectivement, on a de plus en plus de clients, on rentre dans ce côté un peu cercle vicieux, plus de clients, du coup, plus de temps pour les importer, du coup, moins de temps aussi pour... Ok. Problème très classique. Solution
je sais pas comment formuler ça. Le problème que toutes les startups ont au début, c'est que de toute façon, leur conviction commerciale passe par un effort hors du commun. Et c'est un peu comme les vieilles voitures où tu as un moteur, où tu démarres comme ça. Il ne faut pas croire que l'effort que tu es en train de mettre aujourd'hui sera l'effort que tu mettras tout le temps. Il faut que tu aies cette croyance dans le futur que ça va être de plus en plus simple. Maintenant, il faut que tu aies la bonne mentalité par rapport à tes accroches. Et pour ça, il faut que tu te dises que chaque client et chaque prospect, tu vas mettre deux choses. Énormément d'intensité dans le nombre de prospects. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus simple d'augmenter le nombre de leads que d'augmenter la conversion. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu arrives à avoir l'air plus important que tu ne l'es. Les contacts en entreprise... Pardon. Les contacts en entreprise, c'est un sujet important, mais ce n'est pas un sujet essentiel. Et quand tu as un nice to have, bah, tu as besoin de marque. Et pour écrire une histoire de marque, il faut écrire des cases. Pour écrire des cases, il faut aller les gagner. Donc il ne faut pas hésiter à offrir, il ne faut pas hésiter à faire du gratuit dans ton cas, il ne faut pas hésiter à construire tout ce que tu peux construire pour pouvoir montrer l'exemple et pouvoir utiliser cet exemple contre les autres. Donc il faut vraiment que tu aies cette logique de judo où comme tu n'es pas un service critique et essentiel, tu as besoin de ça. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, d'accord. Donc vraiment, intensité du nombre de leads. Plus tu as de leads, plus ton temps de conversion est faible. Et plus tu as de chances d'augmenter ton pipe et plus chaque nouveau client va être une nouvelle évidence. Et vraiment faire confiance à la social proof. Citer tes clients, mettre les logos. Vous savez, tous les trucs de vendeurs à la con dont vous avez honte, ça marche. Dans l'exemple, c'est vrai que dans l'exemple qu'on a, on a attaqué par vertical. Par exemple, on a les agences d'architecture parce que ça répond bien à notre problématique. Ouais. Et souvent, ça close par si lui l'utilise. Et c'est ce que je dis toujours dans les ventes aussi. Je sais les concurrents ou les gens qui sont un peu sous la lumière. Et quand je fais du name dropping un peu, effectivement, ça sert toujours à, voilà. Ça amène toujours la. Il faut développer à max ce genre de technique. Okay. Du côté des sales, nous, on a une problématique, c'est que nos produits sont là, ils fonctionnent très bien en France, seulement les marchés sont vraiment de niches petits et puis ont une sacrée saisonnalité. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant 2 mois, pour nos produits éducatifs, il n'y a plus personne, c'est l'été, forcément, tout le monde est en vacances. Donc la question est la suivante, quelles seraient les astuces pour essayer de croître à l'international, attaquer le maximum de pays en même temps sans avoir une structure de coût fixe délirante? Est-ce qu'il y a des astuces là-dessus? Non, il n'y en a pas et chaque nouveau pays coûte plus cher que le précédent. Un des trucs très contre-intuitifs des ventes à l'international, c'est que ce que tu arrivais à faire en te débrouillant, quand tu sors de ta zone de confort, c'est-à-dire de ton pays d'origine, d'un seul coup, il y a plein de choses invisibles que tu n'as plus. On ne se rend pas compte à quel point quand on est dans un pays, on a des amis, on a du réseau, on sait comment ça marche, on parle la langue, etc. Tu vas à l'étranger, tout ça disparaît, il faut que tu payes 10 fois le prix. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes des boîtes européennes, c'est qu'elles ne comprennent pas que l'international, ça coûte cher. Le cas très classique de l'international dans une boîte européenne, c'est je suis une start-up, je lance un pays, je mets un mec tout seul dans son coin pendant 6 mois, le mec galère, il ne peut rien faire, au bout de 6 mois, ça ne marche pas, et puis les mecs prennent la décision de revenir en France en disant l'international, ça ne marche pas. C'est vraiment, mais c'est le pattern qu'on revoit et qu'on revoit. Si quelque chose t'a coûté 1 en France, ça va te coûter 10. Donc la question que tu dois te poser, toi, c'est que comme tu es sur un marché qui est carrément un marché de vocation, pourquoi tu fais cette boîte? C'est lié à l'histoire d'une petite fille que j'ai accompagnée plus jeune. Voilà, voilà. Forcément, d'accord. Donc tu vois, c'est pas rationnel. Et comme c'est pas rationnel, on va pas essayer de chercher des choses rationnelles. Parce que rationnellement, tu es dans un marché de merde. C'est comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Tu es dans un marché où les gens n'ont pas beaucoup d'argent,
où les gens en ont besoin. En plus, c'est comme les médecins. Les médecins, ils ont besoin de sauver les gens, mais personne n'a l'argent pour se faire sauver. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça. Toi, tu fais quelque chose que peu de gens font ici autour de la table, c'est que tu as un impact réel sur la vie des gens, qui a un changement. Et l'univers est très fort. Plus l'impact est réel, moins c'est pricé. Hein. C'est comme les métiers de passion. Vous savez pourquoi tous les métiers de passion sont très très mal payés? Si vous êtes chanteur, la probabilité de gagner de l'argent est faible, parce que c'est un métier de passion. Les marchés se price. Évidemment que les comptables chez EY gagnent de l'argent, sinon personne ne serait comptable. Donc il faut que tu aies conscience de cette structure. Tu t'es porté par des forces de marché où en fait l'univers compte sur le fait que tu vas galérer et pas être très bien payé parce qu'ils savent que tu n'as pas le choix, tu le feras quand même. Et donc ça te met face à une situation où ton salut, c'est pas l'international. Ton salut, c'est comment tu trouves des moyens de vendre des plus grands volumes. Ton sujet à toi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu vends à des professionnels en one-to-one, c'est ça? Ouais. T'as exploré la vente intermédiaire? En fait, on a deux parties dans nos produits. On a une partie qu'on vend via des distributeurs. Ok. C'est eux qui font tout le démarchage, ils ont les catalogues. Voilà. Après, nous, par-dessus, on vend des extensions avec une marge brute énorme. Ok. Tu pourrais pas, dans un temps 1, te concentrer sur la vente distributeur dans tous les pays à fond. Essayer de placer le produit dans chacun des pays et Exactement. les laisser faire et ensuite sélectionner un pays qui Exactement. fonctionne. Ouais. Exactement. Et là, tout de suite, tu peux aller à l'international beaucoup plus fort. Parce que là, c'est pas aller à l'international, c'est distributeur. Même si t'es ça pas... revient à ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas essayer d'être intelligent, il vaut mieux essayer de planter des graines partout, et puis on verra après, il y en aura une qui fonctionnera, qui poussera, on ne va pas chercher à comprendre pourquoi elle pousse. Et tu iras chercher de la marge dans un second temps. Mais va chercher déjà du volume. Parce que si tu as du volume, tu vas avoir beaucoup de force. Ok. Je peux juste rebondir là-dessus? Ouais, bien sûr, rebondis. Du coup, Vous dites tout rebondir, mais vous rebondissez pas vraiment. Enfin, bah, du coup, on va là-dessus, vous forcer à rebondir, vas-y, rebondir. pour avoir un petit peu plus de volume, nous pour l'instant on a trouvé un channel qui marche bien, enfin qui commence à marcher. Ça fait 2-3 mois qu'on a lancé et on est content. Rappelle-nous ce que tu fais. Nous on fait des kits recettes livrés directement en entreprise, donc sans abonnement et pour 2 ou 4 personnes. Et la question, c'est pour l'instant on est 2 dans l'équipe. On a exploré, donc on est les seuls là-dessus à vendre des kits directement en conciergerie, donc en entreprise. Maintenant, il y a plein d'autres moyens. On pourrait faire du Deliveroo, on pourrait faire du Uber Eats et d'autres choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme stratégie? Est-ce que c'est se focus là-dessus sur un truc qui commence à marcher et mettre tous ses efforts dessus, sachant qu'on n'est que 2, ou bien aller explorer d'autres pistes, quitte à perdre un petit peu de temps et moins améliorer le produit, mais voir ce qui peut se passer ailleurs? Attends, laisse-moi réfléchir. Entre être focus à 2 sur un truc qui marche et qui donne du leverage, ou partir dans tous les sens sans garantie que ça marche. Attends. Je pense qu'elle est vraiment dure cette question. Non, je pense que là où c'est un petit peu, on sent que ça marche, mais là où c'est dur, ça va être. Arrêtez de vous inquiéter sur le futur. Ok. Parce que je sais ce que tu vas me dire. T'as peur que ça plafonne. Ouais, j'ai peur que ça plafonne. Voilà. Ça c'est sûr. Ok. Le jour où ça plafonnera, tu feras autre chose. Okay. Arrêtez de vous inquiéter du futur. On a tous une conception biaisée et ratée du futur. Ça ne marche pas. Je veux dire, on passe notre temps à imaginer des tailles de marché qui ne sont jamais réelles. C'est sûr. Tu veux que je te raconte une histoire? Moi, je raconte ça à tout le monde, je dis tout le temps aux gens, machin. Twilio est rentré en bourse récemment. Ok. Twilio rentre en bourse. Je regarde l'action. C'est une boîte que je connais depuis 5 ans maintenant. On a travaillé avec eux, on connaît les fondateurs. Le fondateur, c'est le mari d'une de nos amies à San Francisco. On les connaît intimement, je lui fais confiance. C'est toute ma thèse, API, machin. J'aurais dû mettre de l'argent sans réfléchir. Franchement, c'est mon soft. J'aurais dû mettre de l'argent. Un con ici, dont je ne citerai pas le nom, il me dit « Ouais, mais bon, t'as vu la valo, la taille de marché est délirante. » Et il commence à me faire un calcul tout bête. Il me dit « Twilio fait tant par jour, donc ça veut dire qu'ils envoient tant de SMS. S'ils envoient tant de SMS, c'est que franchement, ils atteignent le plafond. Ça m'étonnerait qu'il reste de l'espace. » Comme c'est un mec intelligent, je me dis « Bah oui, il doit avoir raison, tu vois. » Et puis, j'enlève mon ordre de bourse. Je ne fais pas mon putain d'ordre. Bon, Twilio est rentré en bourse il y a 2 ans. Ils ont fait 150% de croissance la première année, alors qu'ils faisaient déjà 1 milliard de revenus. Et là, ils viennent de nous refaire un 70% de croissance d'année en année. Et le plafond n'a pas toujours l'air d'être atteint. Je crois que l'action en bourse, ça fait 180%. Et moi, j'ai que mes yeux pour pleurer, quoi. Et je le sais, et c'est toujours comme ça. En fait,
anticiper les problèmes ou les succès, c'est de la merde. Les plafonds, tu peux pas savoir. Tu as un truc qui marche, tu y vas à fond. À un moment, tu attendras peut-être un plafond, ou peut-être que tu l'atteindras pas. Et si tu l'atteins, tu prends cette data pour itérer. Si tu l'atteins pas, tu continues, tu rides. Ok, c'est clair. Donc du coup, pour anticiper sur les succès ou les échecs, moi je viens de lancer le site. Par contre, surprise ou pas surprise, il n'y a pas de vente. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Classique. J'ai un site de e-commerce. Donc, tu as un site d'e-commerce, tu n'as pas de vente. Tu n'as pas de vente parce que tu n'as pas de visiteurs. Si j'ai beaucoup de trafic via Tu as beaucoup de Instagram. trafic. Ouais. D'Instagram, c'est quoi beaucoup de trafic entre nous? J'ai pas regardé les chiffres, mais sur Shopify, oui, il y a du trafic. D'accord, mais tous c'est les quoi? jours. C'est des centaines par jour, des milliers par jour? Non, je viens de commencer, je l'ai lancé hier le site, donc on va dire une centaine, oui, par jour. D'accord. Tu l'as lancé hier? Ouais. Et ça marche pas? Non, je sais que Mais je tu vais pas t'attendais- avoir tu des t'attendais à ventes. quoi? Oui, mais justement, dans le cas où il n'y a pas de vente, qu'est-ce que je fais? Et ben là, déjà, tu commences par monter le trafic pour de vrai, quoi. Tu t'en D'accord. sais rien. Enfin, si tu as eu 100 visiteurs d'Instagram, ça s'appelle pas avoir du trafic. Ok, Et la question, c'est comment atteindre des milliers pour voir si ça marche ou voilà. pas. Là, tu sauras si ça marche ou pas. Et comment Mais là, je t'as- fais pour ça? Bah, tu vas sur Instagram et tu spammes tout le monde. C'est ce que je suis en train de faire. Et ben, il faut le faire plus. Tu le Ok. fais combien d'heures par jour? 2 heures par jour? Ok, pourquoi tu le fais pas 20 heures par jour? Parce que je dois parler avec mes fournisseurs, passer des Pour refaire, commandes. t'as fait aucune vente? Comment? Pourquoi tu parles à tes Il fournisseurs? faut que j'ai des produits pour les vendre. Bah, tu les auras quand tu auras vendu. Mais si j'ai pas de produits, je vends pas. Comment ça? Si j'ai pas de produits à vendre, je Mais peux pas. tu n'as pas besoin du produit puisqu'il n'a pas été acheté encore. Ok. Mais non, mais entre nous, Ouais. qu'est-ce que ça va changer que tu parles à ton fournisseur dans une semaine ou maintenant? Faut que je passe la commande pour avoir du stock. Mais pourquoi tu veux du stock? T'as pas vendu. Tu pourras avoir du stock quand tu sais combien tu vends. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire comme stock là? Des petites quantités. Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi aller convaincre quelqu'un de faire des petites quantités, Uh-huh. de prendre toutes ces emmerdes avec un fournisseur alors que tu sais même pas encore si tu vas vendre? Ok. Si tu Ouais, ça a vendais, du sens. tu serais en urgence d'aller Uh-huh. chercher ton stock. Puis Ok. ton fournisseur, il serait pas en train de parler aux énième personne qui a un projet, il serait en train de parler à quelqu'un qui a des clients. Ok. Ça changerait tout dans l'énergie. Ouais, c'est clair. Bah donc aujourd'hui, 20 heures par jour. 20 heures par jour d'Instagram. Je Ok. sais pas combien d'heures tu dors, mais Au moins, c'est clair. mais je pense Ok. qu'à 4 heures de sommeil, on survit. Non, moi, je peux pas. Comment? C'est déjà ton cas. Un minimum 8 heures pour moi. Minimum 8 heures? Ouais. Bon, écoute, je n'ai pas d'avis sur le nombre d'heures qu'il faut dormir. Cool, le gong retentit. Il est apaisant, ce gong. C'est quoi le sujet numéro 3? Business model. Donc, j'ai une SaaS et la question est qu'est-ce qui est le meilleur modèle, free tier ou un free trial? Et il y a des avantages, des désavantages. Je pense que quand tu as un free tier, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs, mais ils vont peut-être pas convertir et il va y avoir beaucoup de frais de serveur. Et l'autre côté, c'est qu'en fait, tu vas avoir beaucoup moins d'acquisition. Ouais. Alors, c'est un dilemme très classique, freemium contre free trial. Les freemiums sont très dangereux. Il faut les manier avec beaucoup de précautions. Les cas dans lesquels les freemiums font sens, c'est dans les cas où, tu arrives à avoir une distinction vraiment claire entre ce qui est gratuit et payant. Tu as vraiment une killer feature que tu peux pas mettre en gratuit et les gens comprennent la valeur gratuit-payant. Par exemple, Slack, c'est quand les gens en ont marre de se faire effacer les messages tous les 1000 messages. Ouais. Tu vois, ils ont créé la contrainte, sinon personne ne paierait Slack. Mais dès que tu cherches un message, tu dis « Ah, une conversation, ah, machin, ah, truc, ah, j'y ai pas ». Et donc, tu vois, tu te sens forcé. Dropbox, c'est parce que tout le monde qui a mis 2 gigaoctets veut mettre 5 gigaoctets. D'ailleurs, la bonne barre chez Dropbox, c'est les 20% que tout le monde met parce que si tu donnes trop d'espace gratuit, si Dropbox donnait 100 gigas gratuits et à partir de 100 gigas tu payais, il n'y a personne qui paierait. Donc tu vois, le bon freemium, c'est un premium qui est vraiment bien pensé de qu'est-ce que je peux donner pour que les gens l'utilisent et ça devienne un habitus. Et là, d'un seul coup, bam, ils prennent le mur et je change. D'ailleurs, pour ça qu'il ne faut jamais faire de freemium avec les devs. Tous les produits dev qui ont un freemium finissent en faillite. Un bon exemple, c'est Heroku. Par exemple, les devs t'expliquent qu'ils ont créé un script pour créer 200 comptes Heroku pour profiter des 200 features gratos. Tu te dis, mais
Mais espèce de cinglé, quoi. Pour pas payer 5 balles par mois. Et donc, les devs sont horribles pour ça. Parce que les devs, s'ils peuvent économiser 10 balles par mois, ils économisent 10 balles par mois, même si ça a pris 3 mois de coding de trucs. Mais les gens normaux, ils font pas ça. Par exemple, il y a des devs qui développent des trucs on top of Slack pour récupérer tous les messages et faire des archives sur un Algolia. Tu vois? Et comme ça, ils n'ont pas besoin de payer Slack. Tu dis, mais sérieusement, pour 12 $ par mois, mais t'as pas autre chose à faire? Mais donc, il faut vraiment réfléchir à cet usage. Parce que sinon, après, tout le monde utilise ton freemium et personne ne paye jamais. Mais si tu designs un truc où le free, ça rend addict, c'est d'ailleurs une stratégie qui a été créée par la mafia italienne pour conquérir New York sur la cocaïne. Les Cubains, dans les années 20, possédaient New York. Et à Little Italy, les Italiens voulaient prendre le marché de la cocaïne. Ils ne savaient pas comment faire, ils ont offert de la cocaïne gratos. Et en fait, à force d'offrir de la cocaïne gratos à tout le monde a fait faillite. Et quand tout le monde a fait faillite, ils ont multiplié les prix par 2. Il y a un livre extraordinaire là-dessus qui s'appelle Street White Corner Society, qui raconte la conquête par les Italiens du marché de la drogue dans les années 20. C'est un des premiers livres de sociologie de l'école de Chicago. Très très bonne lecture. Mais c'est toujours la même chose. La question, c'est comment créer la dépendance. Il faut être obsédé par la dépendance. Les SaaS sont des produits de rétention. Tu vends un abonnement tous les mois. Si tu es un produit de rétention, tu es une drogue. Si tu es une drogue, tu rends les gens dépendants. Et si tu rends les gens dépendants et que tu peux faire que la première marche soit gratos, c'est le cas idéal. Si un mec prend de la coke gratos et qu'après il a envie d'avoir à jamais la drogue, bah, il y va à fond en fait. Et du côté du free trial? Alors le free trial c'est extraordinaire parce que le free trial c'est une autre façon de créer la dépendance en disant t'as quelques semaines gratuites, quelques mois gratuits. Là dans ce cas-là il faut que tu sois très 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 fort en onboarding parce que tout ton enjeu c'est que pendant ce free trial la personne ait vraiment utilisé le chose pour qu'ensuite il y ait un mur d'un seul coup. Mais ça c'est quand tu peux pas faire de différenciation de feature. Le problème c'est que la plupart des free trials ont des problèmes d'onboarding. Et c'est là où il y a un sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu es fort à onboarder ou pas? Et pensez les onboarding comme des to-do. Dites-vous, qu'est-ce qu'un utilisateur chez moi doit faire en quelques jours? Ça, c'est hyper important. Ouais. Il y a un autre modèle, en fait, où tu fais payer par data. Donc, moi, je fais l'analyse de data, principalement, de blog. Et donc, tu as une barre que tu peux tirer jusqu'à... voilà, ça serait pas mal pour des corporate clients, mais vous avez de l'expérience là-dedans ou pas? Bah, il y en a plein. Nous, bah, on a quand même Algolia, qui est un bon exemple de ça. Okay. Parce que c'est API usage. Bah, de toute façon, la leçon de toutes ces boîtes-là, c'est que tu fasses payer par usage, par data, par nombre d'utilisateurs, etc., il faut toujours trouver la donnée qui est en croissance et que les gens sous-estiment. Par exemple, tout le monde sous-estime à quel point Slack sera utilisé par tout le monde dans la boîte. Tu as une team qui installe Slack en disant bah, c'est pour nous, et puis 3 mois après, tu finis avec 400 utilisateurs. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, tu as invité tes fournisseurs, tes machins, tes trucs. Tu as plein de boîtes comme ça. Par exemple, on a une boîte qui vend des API chez nous, et le mec me disait que leur plus grande force, c'est qu'ils n'ont jamais négocié la bonne valeur. Par exemple, ils vont voir un client, le client dit « Ah bah ouais, moi j'ai besoin de faire 100 requêtes par semaine. » Et eux, ils disent « Ah oui, bah c'est cool, 100 requêtes par semaine, ça fait 15 $. » Alors putain, c'est vraiment pas cher. Hein. Puis les gens, ils finissent tous par faire 10 000 requêtes par semaine. Mais parce qu'en fait, ils savent pas qu'ils vont devenir... Le produit est tellement bon qu'ils vont devenir dépendants, et eux le savent. Et donc, ils disent rien. Ils disent « Bah oui, non mais tu vas faire 100 requêtes. Bon, c'est pas cher, 100 requêtes. » Alors que s'ils venaient, ils disaient « Ouais, je vais être un budget de 1500 balles par mois chez toi. » Attends, 1500 balles, machin. Et comme tu le découvres après, c'est un truc horrible, mais c'est des grenouilles dans l'eau. Ouais. Tu connais l'histoire de la grenouille dans l'eau? Si tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, la grenouille ressort immédiatement. Et elle est brûlée, mais elle ne meurt pas. Ouais. Si tu mets une grenouille dans l'eau froide et que tu montes de quelques degrés toutes les minutes pendant 1 heure, la grenouille finit ébouillantée dans l'eau. Ça fait d'ailleurs des pattes de grenouille hors du commun. Et ça, on va le couper parce que les végétariens vont bouillir les grenouilles. Mais ouais. Une vente d'un freemium, c'est la même chose. C'est que les gens sont dans l'eau froide et tu montes la température progressivement. Si tu montes la température trop vite, les gens ils sortent. Ils disent mais jamais de la vie. Moi, si tu m'avais dit que j'allais payer 1000 balles par mois sur Airtable, mais jamais de la vie. Mais ça va pas pour Excel. Enfin. Et puis, on paye 1000 balles par mois dans Airtable parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques-uns ont commencé à installer des trucs critiques dans Airtable.
bah, il faut que tout le monde dans l'équipe y ait accès. Puis toi, en tant que patron, t'es comme un con parce que tous les mois, j'essaie de couper des accès à des gens. Après, les gens, ils reviennent se plaindre. Ah, mais j'ai besoin d'Airtable. Tu dis, bah ouais, puis de toute façon, tu vas pas aller derrière l'ordinateur de chacun pour voir s'il a vraiment utilisé Airtable ou pas. Eux, ils sont trop forts pour ça. C'est vraiment une stratégie de grenouille. Et donc, il faut que tu réfléchisses à ça, quoi. Ouais. Question de business model. Vas-y. C'est aussi sur le pricing. Alors, j'ai le choix entre deux pricing, un qui arrangerait mes clients, mais pas forcément moi, et un qui m'arrangerait moi. Le premier, ça serait en fait faire payer un paquet de sessions. J'ai des clients qui vont dire ah mais nous on va faire ça juste 10 fois par an ou 8 fois et donc je leur fais payer 10 sessions. Mais en même temps, je les encourage pas à consommer plus. Bien sûr. Et sinon, il y a moi ce qui m'arrangerait, ça serait de faire des licences et de l'abonnement. D'être un SaaS, ouais. Bon, la 1 n'est même pas une option. Parce que, en fait, si tu comptes. Un des trucs hyper importants que les entrepreneurs font pas assez, c'est de prendre la possibilité que leur boîte va échouer comme une réalité. Parce que les boîtes ont besoin de passer un certain seuil de solidité pour résister à la nature dure du marché. Et qu'en fait, leur mettre des béquilles en permanence, la seule chose que ça crée, c'est des zombies. Donc que tu le veuilles ou non, dans ton domaine, si t'es pas un SaaS, t'existes pas. Si tu es une boîte qui dépend du bon vouloir des clients pour quelques sessions par an et que tu n'as aucune prédictabilité de tes revenus et tu n'as aucune certitude de la récurrence de tes revenus, tu trouveras jamais de stabilité là-dedans. Tes sales vont s'épuiser parce que tu vas avoir du churn et tu n'auras aucun des avantages du SaaS. Donc, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Maintenant, je comprends bien pourquoi tes clients te disent ça. Tes clients ils disent ça parce qu'ils ne veulent pas s'engager, parce qu'ils ne veulent pas prendre d'abonnement, parce qu'ils machin. Et que tu le veuilles ou non, c'est le challenge de ta boîte. Tu peux pas faire semblant de l'ignorer. Tu peux pas, par exemple, je sais pas, moi je pourrais te dire, moi j'ai besoin de prendre 5% gratuitement dans les startups qui rentrent dans The Family, parce que à la fin il me reste 1%, et sur 100 boîtes, il faut qu'il y en ait une qui vale plus d'1 milliard pour gagner plus de 10 millions par an. Ça c'est notre business model. Si on veut gagner plus de 10 millions par an pour faire tourner la boutique, il faut qu'on prenne 5% au début, parce que ça fait 1% à la fin, et que 1% dans 100 boîtes, ça fait une qui vaut plus d'un milliard, et que donc il y en a une qui paye pour tout le monde. Et je peux te dire, ouais, mais la plupart des boîtes préféraient donner moins, et la plupart des boîtes préféraient pas donner d'equity. Bah oui, bien sûr que si je faisais ce que je faisais gratuitement, tout le monde serait content, tu vois. Mais en fait, c'est le challenge de ma boîte, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Le challenge de ma boîte, c'est de réussir à être légitime dans la fait de prendre 5%. Voilà, point. Donc c'est la même chose pour toi en fait. T'as pas le choix. Tu ne peux pas vendre quelques sessions. Si tu vends quelques sessions, ta boîte ne vaut rien. En fait, c'est par package, quoi. Si on dit, on Ouais, va pas rendre, ça ne vaut rien. dit, Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils changent de package, il faut un sales. C'est-à-dire que tes coûts stock acquisition sont constants. Ça veut dire que grosso modo, tu vas passer ton temps à renouveler ton pipe de clients. Tu vas être une agence. En fait, c'est aussi pour les amener vers l'abonnement. Mais... ça marche pas, ça. Tu connais des gens qui prennent de la drogue et qui ensuite mangent des brocolis? Enfin, non. Enfin, si tu veux, il y a un moment, si tu fais quelque chose qui est pas bon pour toi et qui est pas sain, la probabilité que tu commences à faire des choses saines alors que tu n'as aucune force extérieure qui te force à le faire est faible. C'est comme si les gens qui fumaient et buvaient s'arrêtaient de le faire, pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que d'un seul coup, ils avaient une révélation. Mais non. Tous les gens qui arrêtent ce genre de choses, c'est soit parce qu'ils ont un enfant, soit parce qu'ils sont avec quelqu'un qui fume pas. C'est toujours une contrainte extérieure forte. Il n'y a jamais qui se lève le matin, quelqu'un qui se lève et qui se dit « Ah, j'avais un vice, j'ai décidé d'avoir moins de vices. » Non. Et c'est la même chose. Si tes clients, ils sont possibles de prendre aucun engagement, etc., bah, bien sûr qu'ils vont continuer. Et puis tu vas pas leur dire, ils vont avoir acheté 10 sessions, ils vont vouloir renouveler 10 sessions, et tu vas pas leur dire « Ah oui, mais non, mais maintenant c'est fini, c'est abonnement ou rien. » Il va dire « Mais tu te fous de ma gueule, je pouvais le faire avant, pourquoi je peux pas le faire maintenant ?» Ouais, en fait, ça se renouvelle tous les ans, c'est 10 sessions par an qui se renouvellent. Et bien sûr, je fais en sorte que l'abonnement soit quand même intéressant. Après, ils rachètent des sessions. Ouais, mais si tu donnes un arbitrage, tout le monde va toujours choisir le moins contraignant. Alors que, encore une fois, en plus, t'imagines en termes de complexité d'année, je sais pas si un jour tu veux lever des fonds ou si un jour tu veux vendre ta boîte.
Et si un jour tu veux vendre ta boîte ou lever des fonds, tu dois bien comprendre quand même que ton rôle numéro 1 de patron, c'est de simplifier. Ouais. Tu peux pas avoir un business model qui est à ce point imprédictible dans un domaine où tout le monde est prédictible en SaaS. Je veux dire, c'est dans un domaine où quand on vend aux entreprises aujourd'hui, tout le monde vend en SaaS, machin. Enfin, c'est un modèle compris, avec des métriques compris, avec des modèles faciles à analyser et tout. Et toi, tu veux venir avec un truc incompréhensible. C'est mort. Et quoi qu'en veut... Je veux dire, oubliez pas, les demandes clients ne sont pas forcément des bonnes demandes. Il y a ce truc de il faut itérer avec les demandes clients. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut itérer avec les bonnes demandes. Si vous écoutez un enfant et que vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut unlimited candy and freedom. La probabilité que l'éducation d'un enfant avec bonbons illimités et liberté absolue soit réussie est quand même très faible. C'est la même chose avec un client. Je veux dire, si tu demandes à un client ce qu'il veut, bah oui, il veut des trucs complètement cons. Alors, je veux que ce soit moins cher, mieux et plus rapide. Bah non, enfin, il y a un moment, il faut choisir, mon vieux. Et c'est tout le rôle d'une entreprise que d'éduquer ses clients. On parle beaucoup de matcher avec ses clients et tout, c'est un sujet, mais beaucoup plus important, c'est l'éducation client. Et d'ailleurs, regardez comment on est éduqué à plein de choses. Hein. Vous avez tous... qui a un produit Apple ici qu'on rigole? Levez la main. Voilà. On est l'exemple parfait des gens qui avons été éduqués. Je veux dire, quand Apple dit il n'y a plus d'USB, on fait quoi? on râle et après on achète un doodle, là, je sais pas comment ça s'appelle. Un tongle, un toggle. C'est très sympa, mon vieux. Ouais. Merci. Question? Business model? Vas-y. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une petite question concernant donc moi je suis gratuit pour mes utilisateurs et gratuit aussi pour l'instant pour mes partenaires, non? Ouais. L'idée c'est de savoir, j'aimerais bien faire payer les deux à un moment donné parce que bon, on va faire de l'argent. Je vais commencer par faire payer mes partenaires puisque j'ai pas de paiement intégré directement sur ma plateforme. Ouais. Cependant je sais pas à quel stade je peux donner mon service gratuitement et surtout combien je peux leur faire payer. D'accord. Pour qu'ils acceptent. Alors, est-ce qu'il y a un comparateur, je réfléchis à voix haute, est-ce qu'il y a un comparateur de prix qui fait payer les gens qui comparent? Comment? Ouais, il n'y en a pas. Hein. Je pense que c'est Kayak, mais je suis pas sûr. Comment? Kayak. Kayak, tu payes pour Kayak? Non, mais il y a une différence de prix après. Ouais. Il y a des comparateurs qui te forcent à prendre un abonnement pour avoir des réductions sur les prix. Ok. Bon. La probabilité que tu sois le premier à y arriver est quand même faible. Ça m'étonnerait que ton modèle soit par là. Le problème de ton truc, c'est que tout le monde en a besoin, mais personne n'en veut, parce que les partenaires, ça les fait trop chier que les gens puissent changer de trucs, de machin, facilement. Je suis pas si d'accord que ça, parce que il y a une sorte de... Je suis un nouveau canal d'acquisition qui est littéralement 2 à 3 fois moins cher dans le sens où je vais payer pour qu'un utilisateur utilise ta plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que la moindre plateforme de ce type-là a le moindre problème de coût d'acquisition? Ça en coûte cher. Moi, ça peut leur coûter moins cher. Et bon, tu les mets quand même en commodité, en concurrence avec tous leurs concurrents. Bon, après, l'idée, c'est aussi de tuer un peu cet homme à abattre, ce géant, et donc après rééquilibrer les parts de marché. Enfin, c'est plus que d'acquisition, c'est aussi rééquilibrer les parts de marché, qui est plus ce monopole gigantesque. Tu parles de Uber, là? Ouais. Mais est-ce qu'ils sont vraiment en monopole? 65% à peu près de parts de marché. Ouais. Déjà, ça baisse et machin. Bon, écoute, je suis sceptique parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas vraiment décrire, tu peux pas faire payer quelqu'un dont l'avantage n'est pas évident. Donc, je te dis pas que ce que tu fais n'a pas de valeur, je te dis que si tu espères que la valeur soit de faire payer les partenaires, je la trouve quand même grosse de café, quoi. Tu rajoutes une couche entre eux et les clients, tu les emmerdes, tu les mets en concurrence, tu rééquilibres les parts de marché, comme tu dis, et en plus, tu voudrais qu'ils te payent pour ça. Enfin, c'est limite impoli, quoi. Alors, bonjour, j'aimerais me taper votre mari et un peu d'argent aussi, parce que quand même, faut pas déconner, quoi. Non, ça marche pas comme ça d'habitude. D'habitude, tu payes pour ça, quoi.
Alors, comme tu n'as pas parlé dans le micro, tu vas recommencer. Je vais te donner l'idée. Non, est-ce qu'il n'y a pas certaines de ces entreprises, il y en a peut-être 8 ou 10, il y en a peut-être qui ont une part de marché tellement petite que eux, c'est un intérêt pour elles de pouvoir avoir un nouvel canal d'acquisition mais face le à problème Uber. que tu auras dans ce cas-là, c'est que tu vas pas les avoir toutes, et si tu les as pas toutes, ça marche pas ton truc. Il n'est pas possible de se greffer à leurs API, même si on Bah les non, fait mais tu pas vois payer. bien que les Uber, les machins, ils vont pas participer si de toute évidence tu donnes l'avantage à des concurrents. Mais on n'est pas obligé de leur demander leur accord. Bah oui, Si. mais tu peux pas te briefer leur API sans leur accord. Je sais pas. Ah bah non, c'est impossible. Impossible. Bah ouais. Ils te coupent dans la semaine, quoi. Ok. Surtout qu'en plus, t'es dans un marché où tu dors avec des géants, donc t'as envie plutôt de plier ça. J'ai pas la réponse pour toi sur ton business model. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas vraiment besoin de te poser cette question avant d'avoir atteint une certaine taille critique. Et que pour l'instant, tu peux te focuser sur la taille critique. Et que ça viendra peut-être, machin. Et au pire, dans ton cas, si tu atteins une taille critique sur un truc comme ça, où tu fais tout chier, tu pourras toujours te vendre à l'un d'entre eux pour arrêter d'exister. C'est pas mal les marchés de parasites. Hein. Enfin, tu gagnes de l'argent. Mais j'y crois pas que l'effort commercial auprès d'eux soit une bonne idée. Je reste un peu dessus. Sur 6 partenaires que j'ai aujourd'hui, il y en a 3 qui acceptent de payer. Donc De payer quoi? Mais c'est parce que c'est les galériens, c'est qui? Ok. Ouais, moi, je suis patron d'une de ces plateformes. Je t'utilise au début quand t'es vraiment pas cher et après je te coupe, quoi. Je récupère tous les clients, quoi. C'est quand même la chose la plus simple à te faire si tu me fais chier, quoi. T'es quand même dans une dépendance. Pense à tous ces gens qui ont lancé des trucs on top of Twitter, on top of Facebook, on top of machin. Le cimetière en est plein. Hein. Les mecs, ils se lèvent un matin et disent ouais, tu me fais chier, toi. Allez, dégage. C'est quand même un très très gros pouvoir, quoi. Alors que moi, si t'es gratuit, t'es neutre. Et si t'es neutre, ton pouvoir, il est du côté des clients. Et là, il y a des trucs marrants à faire. Et comment on mange l'équipe, nous? Ah bah oui, mais c'est le problème. Tu fais une boîte dans laquelle il n'y a pas de business model évident. Donc ta seule chance, c'est de lever de l'argent. Et pour lever de l'argent, il va falloir être bon en levée de fonds, quoi. Ce qui nous donne la transition parfaite. Levée de fonds, les amis. Très bien. Du coup, nous, sur ce qu'on développe en ce moment, on a besoin d'argent pour payer plein d'abonnements, d'outils qu'on utilise pour financer notre plateforme et nos développements. Et on voulait faire du levée de fonds, mais on n'a pas réussi parce que je pense qu'on n'est pas encore mature. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mise qui nous permet de gagner un peu d'argent, qui finance du coup nos développements. Et du coup, on voulait juste savoir, est-ce que il faut arrêter de faire ce qu'on fait sur cette partie mise pour vraiment se focaliser sur notre produit, mais sinon on n'a pas l'argent. Mais dans ce cas-là, comment il faut faire pour trouver de l'argent? Est-ce qu'il y a des organismes ou comment accélérer cette partie de site, quoi? Comment faire tomber de l'argent du ciel? Alors écoute, pas tomber de l'argent du ciel, mais une danse. Si tu la réalises bien, il y a de l'argent qui tombe. Mais non, fais ta muse. C'est génial d'avoir trouvé une astuce pareille. C'est le problème de la plupart des projets qui démarrent, c'est comment trouver de l'argent. Donc, si tu as trouvé un moyen de faire de l'argent, vas-y, fais-le, quoi. Et c'est juste que ça nous perturbe, du coup. Rejoint la question de tout à l'heure, pourquoi... C'est la vie, quoi. Combien de temps ça te prend par semaine, cette muse? Ça nous prend peut-être une journée par semaine. Ben voilà, t'as une journée par semaine. Tu faisais quelque chose le dimanche? Bah, je travaille de toute façon le samedi et dimanche. Ben voilà, donc tu vas travailler du lundi au samedi, quoi. D'accord. Mais t'as pas le choix. Nécessité fait loi. Hein. D'accord. C'est une règle de base dans l'entrepreneuriat. Hein. Si tu peux pas lever de fonds, mais que tu as trouvé une muse, bah, tu fais ta muse. Enfin, point. Okay. Il faut pas trop te poser de questions, quoi. D'accord. Okay. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, au tout début de mon projet, j'étais persuadé d'avoir besoin d'argent. Ensuite, suite à une vidéo coup d'état, j'ai compris pour quelle raison j'en avais pas besoin. Et en fait, j'ai fait pas mal de conneries et j'ai beaucoup appris. Donc, belle learning curve sans argent, du coup. Et donc, actuellement, je pense pas avoir besoin d'argent tout de suite. Mais la question, ce serait à quel moment on sait que c'est le bon moment pour
aller chercher de l'argent, pas forcément en levée, que ce soit dans des prêts ou autres. Mais à quel moment on sait qu'il faut... Je pense qu'au moment où on a une certitude que les clients sont prêts à payer ou que le business model tourne, quoi. C'est vraiment le moment idéal, quoi. Ouais, vu qu'en fait, à chaque fois, on apprend tout le Ouais. temps, on évolue tout le temps, donc en fait, il n'y a pas vraiment de moment fixe, quoi. Bah si, il y a toujours mais si, parce qu'en fait, il y a un moment, tu as un truc qui s'appelle le product market fit. Tu Ouais, je vois. as un vrai changement entre les efforts que tu fais et le retour que tu obtiens. Ok. La meilleure définition du product market fit, c'est imaginer un sac de boxe. La plupart des gens qui tapent dedans, bah, le sac ne bouge pas. Enfin, moi, quand je tape dedans, il ne bouge pas, je sais pas pourquoi. Et le product market fit, c'est tu tapes dans le sac il bouge tellement qu'il te revient dans la gueule. C'est ça le product market fit. Tu tapes dans un truc, tu te dis putain, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et en attendant d'avoir atteint ce stade, bah, il faut continuer à itérer. Les 2 bons moments pour lever de fonds, c'est quand on n'a pas le choix. Et ça, en général, c'est obvious. Je sais pas, t'es agricool, tu dois construire 3 conteneurs, t'as besoin de 5 millions d'euros, bah, t'as pas le choix. Ouais. Tu lèves pas, bah, la boîte n'existe pas. Donc ça, c'est de la levée focus, tu vois. Ou Quand on attaque un gros marché. ouais, tu attaques un gros marché, puis tu es prêt à prendre un risque, quoi, c'est tout. Ou sinon, tu es à un moment, où en fait, tu arrives à convaincre les gens que l'attraction que tu as, et tu y crois tellement que c'est une bonne opportunité, quoi. Mais entre ces 2 choses, toutes les levées sont un peu bâtardes, quoi. Ok, cool. Merci. Du coup, nous, on se demandait quels étaient les key metrics pour des investisseurs. Pour 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour toi. 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok, donc ça c'est Un clair. SaaS à 25 000 par mois, il peut faire son site. Ok. Et l'autre point, c'est plus une question de philosophie entre tu as une boîte qui marche bien où tu arrives à bootstrapper, mais forcément tu te développes peut-être un peu moins rapidement, et versus le moment où il faut que tu investisses pour gagner en vélocité. Donc, est-ce que tu as un conseil ou est-ce que... J'ai pas compris la question. Non, On en fait, commence. ouais, je vais recommencer. En gros, c'est à quel moment, est-ce que même si c'est un problème de riche, tu peux bootstrapper? Est-ce qu'il y a un moment où quand même, si tu te développes pas assez vite, t'as pas forcément les ressources, par exemple techniques, pour embaucher des développeurs, et du coup, tu vas faire une levée de fonds alors que dans l'absolu, tu serais pas obligé de le faire parce que tu as des revenus. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même toujours aller chercher la croissance maximale via de l'investissement, en fait? Ça, c'est vraiment une décision personnelle. Les entrepreneurs ne le prennent pas assez comme une décision personnelle et le prennent trop comme une contrainte. Ce qui drive la plupart des levées de fonds en ce moment, c'est que les gens lèvent des fonds assez facilement. Donc, le marché est comme ça. Et c'est cool. Je veux dire, s'il y a de l'argent, il y a de l'argent. Enfin, on va pas se plaindre, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là à dire « Ah là là, avant c'était machin. » Voilà, ça va les gars. Enfin, si avant vous aviez fabriqué Google, on aurait Google, hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens en France qui viennent la ramener alors que les startups de leur génération sont de la merde. Enfin, je veux dire, les mecs de la bulle Internet en France sont un cas hors du commun, quoi. Ils viennent nous casser les couilles là, toute la journée avec soi-disant c'est la bulle, il y a trop d'argent. Ça va les gars. Enfin, il y a un moment, le marché il est ce qu'il est, quoi. Donc si le marché il monte, tu surfes le marché. Ça ne sert à rien d'être plus moral que le marché. Il y a de l'argent, vous prenez l'argent. Il n'y a pas d'argent, vous ne le prenez pas. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui fait un entrepreneur, c'est justement sa capacité à vivre, quelles que soient les conditions. Mais le coup de, moi je suis l'entrepreneur chevalier, il y a un sac là avec 1 million sur la table, mais moi j'y touche pas. Attention, c'est sale. D'ailleurs, ça montre beaucoup le rapport qu'on a en France à l'argent, qui est vraiment ce truc sale, honteux. Ah mon Dieu, on va perdre l'argent des investisseurs. Bah ça va, heureusement que des gens perdent l'argent des investisseurs. Donc, c'est là où c'est une décision personnelle. Et d'ailleurs, la décision personnelle, elle n'est pas prendre l'argent ou pas. La décision, c'est est-ce que tu as envie de payer le prix de l'argent que tu prends? C'est quoi le prix qu'on paye? C'est le stress, le fait de rendre des comptes et le fait qu'à partir du moment où tu as pris de l'argent, tu n'es plus seul. Bien sûr. Donc, il y a des gens, tu vois, moi, dans mes meilleurs amis, il y a des gens dans notre entourage qui font des boîtes bootstrap. Franchement, ils sont heureux, hein. On a un de nos potes, il fait 1 million d'euros de bénéfices par an. Il vit mieux que 90% de nos entrepreneurs. Enfin, faut arrêter. Et le mec n'a pas envie de faire rien d'autre. Je pense qu'il travaille maintenant 2 jours par semaine. Il fait 1 million par an. Franchement, quand il vient au dîner The Family et qu'il y a une boîte qui lève, il fait ouais, je peux mettre 100 000 si tu veux. Ouais. Tu vois, sa vie est cool, mais
il a fait le choix de ne jamais gagner 1 milliard, en fait. Il a fait le choix de ne jamais gagner 100 millions, de jamais gérer de gens, de jamais avoir l'excitation de quelque chose qui grandit, de ne jamais avoir quelque chose qui le dépasse. Mais ce que tu dis, c'est vrai que c'est un discours auquel nous on adhère, mais qui est un peu marginal et à contre-courant, parce qu'on t'explique à longueur de journée qu'effectivement, si dans ce modèle startup, c'est absolument, si tu te dis que tu veux faire une jolie boîte, on te regarde un peu bizarrement. Heureusement qu'on te regarde bizarrement. Je veux dire, attends, j'espère bien que c'est marginal. C'est comme les gens qui vivent comme des artistes bohèmes. Il manquerait plus que ça. Ils peuvent vivre comme des artistes bohèmes. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, et en plus, tu voudrais que tout le monde les aime. Enfin, mais ça marche pas. Enfin, je veux dire, les gens donnent leur amour aussi. C'est normal que, par exemple, les entrepreneurs bootstrappés soient beaucoup moins glorieux que les autres, prennent aucun risque. Tu veux faire une jolie boîte, c'est une décision personnelle tout à fait honorable. Mais comment tu veux en plus avoir la reconnaissance? Alors que tout le monde sait que c'est un choix qui est un choix de la tranquillité. Et c'est cool. C'est l'argent ou la gloire, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est un choix qui est super cool. Moi, franchement, j'aurais pas rencontré Ali, j'aurais pas fait The Family, c'est le choix que j'aurais fait. Attends, pendant 3 ans, moi, les 3 meilleures années de ma vie, c'est avant de faire The Family. Je gagnais super bien ma vie. Je travaillais 1 journée par semaine. Je voyageais à travers le monde. Si tu regardes mes 5 dernières années, je voyageais nulle part. Je fais que bosser. Mais c'est tout. J'espère bien que les gens le sentent et que le glorifient. Enfin, il manquerait plus que ça, tu vois. Donc l'univers price vachement bien les trucs. Hein. Et d'ailleurs, un truc vraiment étonnant, c'est que tous ces mecs bootstrappés soient tellement dans l'angoisse et le comment dire, cette espèce de complexe d'infériorité, tu sais. C'est toujours la même histoire. Les mecs, ils voudraient en plus être reconnus pour quelque chose enfin vraiment, bien sûr que quand tu es soldat en première ligne, quand tu reviens, les gens te disent, alors le mec qui est resté derrière et qui a fait vivre les gens, c'était honorable, mais bon, c'est quand même beaucoup moins glorieux. Oui, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça que dans la vie, ce qui est important, c'est de posséder ses choix. Je pense que les gens ne possèdent pas assez leurs choix. Et ça, on revient à l'histoire de l'amour des autres. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent? Enfin, évidemment que tu es dans un marché où tout le monde glorifie les levées de fonds. Moi, je suis dans un business. Regarde, si moi j'ai 100 boîtes à The Family tous les ans qui bootstrap, mais comment je vis, moi? Qu'est-ce que je fais? Ah ben merci les gars. Alors 5% de 100 boîtes qui bootstrap. Ouais. Alors là, vraiment, on est au top, les gars. Merci beaucoup. Alors eux, ils vont tous être heureux. Bon, on pourrait vivre dans leur baraque de vacances, tu vois. On pourrait quémander un peu de nourriture. Mais à aucun moment, on ferait du leverage. Évidemment que moi, j'ai besoin d'aller voir les gens et de leur dire, viens, on fait une boîte à 1 milliard. Oui, sinon, moi, je vis pas. Enfin, et c'est le deal. Tu as envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça. C'est parce que j'ai besoin et que tu en as envie qu'on trouve un truc ensemble. Après, il y a des gens, ils viennent à The Family et disent, la dernière fois, j'ai eu un entrepreneur, c'était terrible comme conversation. Le mec fait une boîte vraiment incroyable. Superbe. Très beau produit, client évident. Le mec, c'est sa 2e année, il fait 2 millions de CA, 500 millions de profit. 500 000 euros de profit. 2e année, tu vois. Donc, le mec, je lui dis, écoute, tu as combien de clients potentiels en France? Il me dit, ouais, maximum 400. OK. Donc, combien tu fais, si 100% des gens achètent ton truc, combien tu fais? Il me dit, je fais 10 millions par an. Ah, attends, et je fais 5 millions de bénéfices. Super. Donc, moi, je prends 5% de ça. Donc, 5% de 5 millions de bénéfices par an, ça fait 250 000 euros. 250 000 euros, ça ne paye pas 2 semaines de coûts à The Family. Je lui dis, si ta boîte marche et que je passe du temps, etc., je gagne 2 semaines. Et il me fait, c'est cool, c'est déjà 2 semaines. Je lui dis, mais non, mais ça ne marche pas, tu peux pas. Et donc, je lui dis, écoute, je suis désolé. Et donc, je refuse à The Family. Et le mec, il me regarde et fait, non, mais si tu n'aimes pas ma boîte, dis-le. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, quoi? Ils sont fous, quoi. C'est pas que j'aime pas ta boîte, c'est juste qu'il n'y a pas de place pour moi dans ta boîte. Ta boîte est une structure économique dans laquelle moi, jamais, même si tout va bien, je gagnerai d'argent. Par contre, toi, tu vas être heureux. Tu as 5 millions de bénéfices par an, tu fais ça 10 ans, ça fait 50 millions. 50 millions, tu as la vie de tes rêves. D'ailleurs, je lui ai dit, mec, arrête de te faire chier avec The Family. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Pourquoi tu veux absolument cette reconnaissance? Et ça devient un truc, une histoire de badge. Genre, oui, alors en fait, j'ai été reconnu. Mec, tu fais 500 000 euros de bénéfices l'année 2. Qu'est-ce que tu... T'as pas besoin. Et tu as fait le choix de faire cette boîte. Tu fais une boîte, pépère, machin. Vas-y, fonce. Et en fait,
Et il me dit, ouais, mais tu vas pas me dire que toutes les boîtes chez toi font des chiffres. Bah non, c'est le problème d'ailleurs. C'est que moi, la plupart des gens, je me trompe. Je crois que ça va cartonner, ça cartonne pas. Si j'avais une baguette magique et qui faisait qu'à chaque fois que je choisissais quelqu'un, ça cartonnait, je le saurais. Mais c'est pas le cas. Et il faut qu'on puisse prendre des risques. Tu avais une question sur le fundraising ? Ouais. Nous, on commence justement à chercher des fonds. Là, on est dans la situation où on a suffisamment de cash et de trésor pour tous les coûts fixes. Mais si on veut faire du développement commercial, on a forcément besoin. On a envie d'accélérer. On a envie que nos produits aillent dans les mains de tous les enfants. Et là, on a des investisseurs qui voudraient mettre des tickets, mais des petits tickets, c'est presque du love money. On peut rassembler facilement 80 000 euros. Ouais. Est-ce qu'on met du temps, de l'énergie là-dedans? Non, ça sert à rien. Tu fais combien de chiffre d'affaires par mois là? Ça dépend. Il y a des mois, on fait quasiment 16 000. Puis il y en a d'autres, on en fait 3 000. D'accord. Là, on va faire 120 sur l'année. Ok. Écoute, toi, tu as une boîte à vocation, va chercher des investisseurs de vocation. Concentre-toi là-dessus. Concentre-toi sur des gens, je veux dire, tu fais un truc qui change la vie des gens, concentre-toi sur des gens qui ne vont pas y trouver qu'un plaisir financier, mais ils vont trouver un plaisir sociétal, d'impact, etc. Donc tu arrives à les fonds à impact. Ouais, fonds à impact, fondation, gens riches, mais vas-y, joue cette carte à fond. Et donc sur la question, prendre un bridge ou pas? De 80 000 euros? Ouais. Et quel effort pour ça? Est-ce que ça prend plus d'un mois? En temps homme? Non. Ouais. Non, en délai. En délai? Ouais. Non. Bah, c'est bizarre, j'en doute, mais ok, bah dans ce cas-là, prends-les. Si t'es sûr de ça, prends-les. Mais si c'est plus d'un mois, ça sert à rien. Ok. Non, bah non, toi, tu vas me dire. Ouais. Si ma banque me propose de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Ta banque? Ouais. En fait, j'ai rendez-vous avec ma conseillère parce que j'étais à découvert. Et je lui ai expliqué ce que je faisais à côté, donc Papla. Et elle me dit, ok, ça peut être intéressant, je vais en parler à ma supérieure. On s'est revu quelques temps plus tard. Ok, juste. Elle rêve, elle a fumé la weed, ta banquière. Hein. Ça va aller parler à son supérieur, elle va lui dire, alors j'ai un mec, il est vraiment génial. Il est à découvert, mais il a un projet de folie. Je pense qu'on peut lui filer de l'argent pour qu'il soit plus à découvert. Je pense qu'elle va pas garder son boulot longtemps, elle. Ouais, ok. Tu me rassures. Ouais, c'est la meilleure, celle-là. Tu as une question? Qu'est-ce que tu penses des fonds publics type BPI? Pourquoi tu veux me faire avoir des problèmes, là, comme ça? Mais tout le monde sait ce que j'en pense, non? Qu'est-ce que j'en pense? Beaucoup de temps, beaucoup de prise de tête. Écoute, de toute façon, j'en ai marre de lutter. Récemment, je me suis dit, j'en ai marre, ça me fait chier. Moi, ça fait des années que je dis à tout le monde que c'est de l'argent de merde, machin. Bon, personne m'écoute. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était aussi un problème de... moi, très sérieusement, l'idée que l'argent que les gens payent en impôts aille dans vos boîtes, ça me rend malade. Je me dis, il y a des gens qui travaillent dur et payent des impôts pour que des mecs aillent faire des trucs pour aider les gens en réunion. Mais putain, mais quelle blague, quoi. Tu te dis, t'as des routes à construire, des crèches à monter, des machins, et on va faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais pris 1 euro d'argent public à The Family, parce que ça me rendrait malade. Tu vois, nous, on fait n'importe quoi avec l'argent. Le jour où je prends de l'argent public, mais comment je fais, moi, après? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrôler chaque centime qui est dépensé. Enfin, je ne comprends pas le rapport de la France à l'argent public. L'argent public devrait être l'argent le plus sacré du monde. Il ne devrait pas y avoir un argent plus sacré. C'est quand même l'argent des gens qui payent des impôts. C'est un argent qui devrait être efficient, incroyablement focus, machin. Bon, j'en ai marre. Tout le monde va le prendre, cet argent. Donc il est là. La dernière fois, j'ai un entrepreneur qui me dit, oui, mais t'es mignon, t'as beau râler, à la fin de la journée, tous tes entrepreneurs le prennent, c'est juste que personne ne t'en parle. T'as l'air un peu con. Je dis, oui, c'est vrai. C'est un truc de gâteux. Tu répètes un truc et tout le monde le fait. Donc, tu veux prendre de l'argent public, tu prends un intermédiaire, tu lui donnes 10% de com, tu lui laisses aller te chercher tout l'argent que tu veux et tu retournes travailler. Au moins, tu vas le rendre riche, lui. Bon, bah, pourquoi pas. Et puis, tu vas pas te défocus. Parce que la pire chose de cet argent, c'est qu'il est très défocus. Mais il y a plein d'intermédiaires de très grande qualité qui font ce boulot. Bah, t'en utilises un, quoi.
Et point barre. Mais c'est pas de l'argent. En plus, c'est de l'argent qui... Comme les gens trouvent que c'est de l'argent gratuit, ils font n'importe quoi avec. Puis ça distord leur boîte. Ça distord leur business model, ça distord leur machin. Tu vois, la boîte marche pas, mais ils disent oui, mais j'ai BPI. Alors tu dis oui, ok, d'accord. C'est bizarre quand même. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Du coup, j'ai une question. Le principe, du coup, pour lever ou d'une startup, du coup, c'est la projection du futur sur le présent. Et lors des présentations devant des VC, du business angel et tout ça. Une bonne presse, c'est 80% passé, 20% futur. D'accord. Une mauvaise presse, c'est 80% futur, 20% passé. D'accord. 100% futur, c'est de l'arnaque. Ok, c'est pas ça ma question. Ah. Du coup, ma question c'est quand on pitch devant des investisseurs, Ouais. est-ce qu'il y a des limites sur ce qu'on doit dire par rapport au futur ou pas? Est-ce qu'on doit... Oui, je te dis 20% futur, 80% passé. C'est que le futur doit être appuyé par des faits réels, quoi. Faut que tu aies des certitudes sur le futur. Si c'est juste du bullshit de storytelling, ça va mal finir, quoi. D'accord. Et ça, il faut faire attention, hein, c'est très tentant. Hein. Notamment parce que les gens très très forts en bullshit sont très très forts en levée de fonds. Et ils donnent le très très mauvais exemple aux entrepreneurs. Mais oubliez pas que vous ne faites pas une levée, vous faites une carrière. Ce que les gens oublient, en fait. Ce que les gens oublient, c'est que une levée de fonds, en général, c'est qu'une première étape dans la vie. Et si tu racontes n'importe quoi et que tu lèves des fonds, la probabilité que ça ne se retourne pas contre toi est de 0. Parce que la vie est longue, en fait. Ça, pour le coup, dans les affaires, le karma, ça existe. Hein. Je ne sais pas dans la vie si ça existe, mais dans le business, ça existe. Pour une raison très simple, c'est que le business, c'est drivé par les opportunités et les intérêts de chacun. Donc tu fais un sale coup à un mec, un mec, un jour, te fera un sale coup. C'est comme ça. Tu racontes n'importe quoi à un investisseur, un jour, ça te revient dans la gueule. Et ça revient toujours d'une façon très, très perturbante. Donc, essayez d'être droit, essayez d'être honnête. Si vous êtes honnête avec vous-même, ça marchera. Et notamment, soyez suffisamment honnête pour vous rendre compte que la plupart des projets ne méritent pas de lever de l'argent. Point. Si vous n'avez pas de clients, que ça ne marche pas, machin, vous préférez quoi? Vous emprisonner en vous arnaquant vous et les autres dans un truc ou changer à zéro? Autant changer à zéro et faire autre chose. La vie est longue. Mais voyez ça comme un CV. Ne voyez pas ça comme une finalité. Cool. Merci beaucoup pour cette petite session. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu de comment on réfléchit aux problèmes ici. Et puis à bientôt. Que l'enfant